Euh, alors, donc je commence avec 9 minutes de retard alors que tout a disparu. Voilà, tout va Non, bien. c'est bon, c'est là. Bon, je vais vous présenter ce que j'ai pu récolter concernant les modèles dans les théories d'Antoine Cullely. Je précise d'abord que si j'ai mis les théories d'Antoine Cullely, c'est qu'évidemment, autour d'Antoine Cullely, des cadres théoriques assez variés se sont développés, qui parfois même peuvent travailler de manière presque antagoniste ou en tous les cas très différente. Et puis aussi parce qu'Antoine Cullely lui-même, bon, il a une vie longue. Et donc, il a, alors peut-être pas changé de théorie, c'est peut-être pas aussi net que les évolutions de Chomsky, par exemple, mais lui, entre autres, il a parfois essayé de dire que c'était comme avant, que rien n'avait bougé, mais enfin, il y a quand même un emballement à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, les 10 dernières années, hein, grande, qui est particulièrement intéressant et qui est, bon, d'où le pluriel. Est-ce qu'on peut passer à la première diapositive? Voilà. Alors, donc là, c'est le sommaire. Vous voyez que c'est énorme. Donc, c'est un peu comme l'exposé précédent dans la grammaire générative. On a envie de faire beaucoup de choses. Dans la première partie, je voulais réfléchir à qu'est-ce que Cullely appelle un modèle. Bon. Dans la deuxième partie, je voulais présenter, mais alors là, vraiment, c'est l'enfer, différents bouts des théories, des différents corps de théorie qui pourraient être candidats à être des modèles, mais alors présenter tout ça, je le parcourrai assez vite, sauf certains points. Et puis, la troisième partie, je ne l'avais pas annoncé dans mon résumé, mais c'est ça que ça a donné en commençant à creuser. Il me semble qu'une des choses qui m'importe chez Cullely, c'est qu'il donne une... Alors, je ne sais pas si c'est un modèle, mais une image de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est que le langage, et aussi un modèle à suivre sur comment travailler. Voilà, donc je vais présenter tout ça. Alors, donc vous verrez, ça sera à 1, à 2, à 1. Bon. Donc, on peut passer à la diapositive et rentrer dans le cas. Bon. Alors, quel modèle utilise Cullely? C'est un petit peu compliqué parce que le terme modèle lui-même n'est pas énormément employé par lui, grâce à Rémi Camus, qui a beaucoup de matériel chez lui, et entre autres qui a le volume 4 sur son ordinateur, le volume 4, pardon, des écrits de Cullely. Hein. Donc, on a traqué un peu le mot modèle et il est très peu présent quand il y a des index, il y est à peine, il y a parfois modélisation. Bon, mais il y est quand même, hein, je vais vous donner toutes les occurrences. Il est face à formalisation, il est face aussi à quelque chose qui est un métalangage, pour différentes raisons. Le modèle se construit sur un métalangage, à une dimension métalinguistique, du moins dans certaines exceptions. Et il est lié aussi de façon plus difficile à comprendre pour moi, mais je crois que je m'approche de ça, à une théorie de l'observable, c'est-à-dire un modèle de ce qui s'observe aussi, d'une certaine façon. Alors, quand on le traque comme ça dans ces différents écrits, ou alors il y a 2 séminaires dont les notes ont été plus ou moins publiées et circulent de ci, de là, que je ne connais pas beaucoup moi-même, mais donc grâce à Rémi Camus, on est allé fouiller là-bas. Souvent, c'est négatif quand il parle de modèle. Hein. Il y a des dénonciations récurrentes. Bon, ça, c'était pas peut-être l'aspect le plus sympathique de Cullely, de dénoncer les autres. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est bien un modèle contre modèle. Et donc, des croyances naïves au fait qu'on pourrait plaquer un modèle logique sur la langue lié. Voilà, donc, vous lisez là plus ou moins la citation. Il y a même un peu plus loin, donc dans cet article, qui est un article essentiel dans l'avancée de Cullely, on verra pourquoi. Il parle de la fascination du bidule. Bon. Mais face à cette critique, il y a aussi l'idée qui apparaît, entre autres, toujours dans la formalisation, qu'il faudrait avoir du coup une théorie des modèles et des modèles. Donc l'insistance sur le S, et avec la question de savoir si les modèles sont équivalents, si les modèles sont compatibles, il faudrait... Alors, vous voyez ce qui est écrit là, une théorie de l'approximation. Alors, pourquoi le mot approximation? On verra sans doute un peu plus tard, pour évaluer... Alors ça, on comprend tout de suite, il faut évaluer la force et la régionalité d'un modèle.
Voilà. Et du coup, reconnaître qu'aucun modèle n'est exhaustif. Donc, il y en a plusieurs, une pluralisation, aucun n'est exhaustif, ils sont régionaux et plus ou moins forts. Voilà. Et il faudrait pourquoi c'est de l'approximation qui réfléchisse à en quoi ils sont régionaux, mais néanmoins assez forts. Voilà, donc ça, c'est son idée. On va peut-être à la diapo suivante, si vous voulez bien. Voilà, et dans la diapo suivante, je vous ai perdu. Si, c'est là. Alors, ça l'amène à penser que la formalisation et donc les modèles sont à inventer. Et là, il dit quelque chose quand même qui est assez important. Alors, ça commence par une critique des autres linguistes, c'est ce qui est jamais sympathique, mais on y va. Trop de linguistes ignorent ce que l'on peut à volonté, que l'on peut construire des systèmes formels. Donc, il n'y a pas un système formel, on peut le construire, celui dont on aurait besoin pour formaliser la langue. Et donc, il reproche, là ça recommence, hein, mais plus tard, hein, il reproche les gens qui vont décrocher des modèles sur mesure. Et entre autres, c'est lambda calcul et calcul des prédicats qui en prend un coup au magasin d'à côté, etc. Alors que le problème de la linguistique, c'est de trouver, c'est-à-dire se fabriquer les outils logico-mathématiques qui permettront, etc., construire des types de logique inconnus à ce jour, hein, doser la force de ces concepts, les adapter à nos fins, les inventer à l'aide d'un mathématicien. Alors parfois, il y aura des choses bien. Hein, alors, il cite application, structure, ordre. Bon, c'est il y a longtemps. Hein, je ne sais pas si c'est ça qu'il leur est cité plus tard. Bon. D'autres où on pourra, à partir de la topologie linguistique, par exemple, pour les coquilles, ou de la logique combinatoire, je pense qu'il travaillait à ce moment-là avec Desclés, qui a beaucoup développé ça. Donc, on prend des choses qui existent ailleurs, mais on les développe. Et puis, parfois, il faut tout faire. Il dit dans le domaine des modalités, pourquoi pas. On passe au suivant, s'il vous plaît. Et alors, la question, c'est donc ça, les modèles sont à inventer, sont pluriels, sont à évaluer. Mais pourquoi faire? Quelle fonction? Et donc, ça, c'est le second point. Alors, est-ce que cette lecture du corpus cullionien, on peut dire cette relecture, il y en a que je sais pas, m'a fait découvrir que je n'avais pas tout à fait compris, je crois, et puis qui est assez provisoire, vous verrez, c'est que le besoin de modèle est lié au souci, à un des soucis premiers de Cuglioli, qui est de passer des langues particulières dans leur diversité au langage dans sa généralité. Hein, il définit la science du langage comme appréhender le langage à travers la diversité des langues particulières. Donc, l'idée, c'est que de langue à langue, on a des phénomènes qui sont entièrement disjoints et donc, dont on ne peut pas dire qu'ils sont entièrement disjoints, mais qui sont hétéroclites. Et donc, il faut construire, c'est pour ça qu'il faut construire un modèle, c'est pour sortir des langues. Hein. Donc, on part à partir de la description, il y a encore une coquille, pardon, minutieuse de langues diverses, on va construire un modèle métalinguistique. Donc, c'est pour passer au niveau langage. Ce qui fait que ce qu'il appelle modèle métalinguistique, là, hein, okay, et ce qu'il appelle métalinguistique, ce que j'avais jamais pensé à depuis que je réfléchis sur Culloli, ce qui fait un moment, c'est que ce qu'il appelle métalangage, du moins là, c'est pas un langage recouvrant le langage comme il est habituel, hein, langage recouvrant le langage dont il va beaucoup dire. Peut-être pas tout de suite, mais très vite, qu'il n'existe pas, il est impossible. Mais on s'en sort par le partiel et le régional. Donc, donc ce métalangage, ce n'est pas pour recouvrir le langage, ce n'est pas non plus pour recouvrir telle ou telle langue et voir comment elle se bidouille, c'est pour se placer au-dessus des langues. Métalangue, c'est méta-langue particulière, hein, et pour atteindre donc l'activité de langage. Bon, donc, modèle, ça a à voir avec je tire vers le langage. Ça, c'est la première chose, alors que j'ai des langues. Alors, je crois qu'il y a une autre diapo là-dessus avec des exemples. Si j'ai bonne mémoire, donc si vous pouvez appuyer, merci. Alors, ça, il a beaucoup insisté sur la variété des langues et donc la nécessité de monter au niveau, de sortir de ça pour trouver le langage. Donc, il y a ces pages, ces lignes assez jolies dans son article sur l'heuristique pour insister sur le fait qu'il n'y a pas deux aoristes pareils et qu'en plus, chaque aoriste a des valeurs qui partent dans tous les sens, le révolu, l'avenir, le modal, l'aspectuel. Bon. Il fait la même chose sur le passif. Hein. Le passif, il y en a pas, c'est pas possible de définir le passif de façon stable, y compris dans une langue, mais alors quand on en prend 2, 3, 4, ça part dans tous les sens, etc.
Donc, vous voyez, ce qui paraît clair devient complexe et éclaté en une multiplicité de phénomènes spécifiques et à première vue irréductibles. Donc, voilà, cette nécessité de passer, c'est parce que les langues sont variées. À ne pas croire, alors peut-être il y a la diapo 3 dit ça, je n'en sais plus. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, l'idée, hein, c'est de ne pas essayer de plaquer une langue sur un modèle ou un modèle sur une langue. Alors, c'est sans doute à des époques où on reprochait ça au modèle chomskien, de plaquer l'anglais, ce qui évidemment n'était pas très mérité, et surtout ça s'est vu très vite, hein. Mais peut-être il y a eu un moment où on pouvait lui reprocher ça. Mais en tous les cas, voilà, et détailler une métalangue qui permet de sortir de la diversité des langues. Donc, ne pas partir d'une langue particulière et la poser comme modèle, ça c'est dans le séminaire, il dit ça, hein. Il faut qu'on ait un modèle général pour ensuite voir comment ça se joue de façon variable selon les langues. Et cette jolie phrase aussi du séminaire 74 sur laquelle on reviendra, le modèle, c'est dans le modèle, le langage, il y a les problèmes et c'est les solutions qui sont dans les langues. Hein, bon, ça, c'est une jolie idée. Voilà, donc ça, c'est cette thématique-là, le modèle, c'est parce que les langues sont variées, donc il faut bien, si on s'intéresse à ce qu'est le langage à travers la diversité des langues généralisées. Dans la diapo suivante, je pense que je passe enfin à autre chose, c'est qu'il y a une autre raison pour modéliser et qui est extrêmement importante, qui est que on a les données qu'on a à faire, c'est des énoncés. Or, ces énoncés, ils sont construits. Hein, donc, on est obligé de construire un modèle pour reconstituer les opérations qui ont permis de constituer ces énoncés. Il s'agit de passer des formes sur les énoncés aux opérations de construction de ces formes, parce qu'il y a une conception dynamique de l'énonciation comme une construction. On y reviendra avec l'idée que derrière l'énoncé le plus simple, il y a un foisonnement d'opérations. Alors là, j'ai cité un moment du séminaire 74-75 qui est peut-être pas le plus, bon, c'est des notes de cours, donc avec des choses écrites au tableau, on ne sait pas trop, c'est pas forcément très simple à construire, à comprendre, mais bon, il y a l'idée que dans ce que je comprends dans cette affaire, c'est que quand vous avez Jean sait lire l'anglais, vous avez derrière plusieurs énoncés. D'abord, ça répond à des questions, hein, elle est en gras, qui est-ce qui sait lire l'anglais, mais ça peut aussi vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire Jean entre autres, ou il y a Jean et uniquement Jean qui sait lire l'anglais, donc selon la prosodie, etc. Donc, ces énoncés que j'ai mis en gras, ces autres énoncés que l'énoncé sur lequel on travaille, ont une forme métalinguistique et font partie de l'activité métalinguistique. Ils ont une forme. C'est-à-dire que c'est pas... là, c'est une idée que je ne connais mal parce que je ne suis pas très fort dans la théorie des préconstruits, mais l'idée, c'est que ce n'est pas comme des présupposés parce que c'est des formes. Hein. Le préconstruit est un présupposé qui a une forme. Donc, il y a l'idée que quand on fait ressortir la façon dont l'énoncé est formé, hein, on va devoir montrer que derrière l'énoncé, il y a d'autres énoncés, des préconstruits, voilà, derrière, avant, après, pendant, voilà, plein qui sont là. Et du coup, on a besoin d'un modèle pour déployer tout ça. Voilà, dans la diapo suivante, j'espère que c'est, voilà, merci. Alors ça a donné des choses auxquelles je suis, pour ma part, assez, comment dire, que j'ai peu suivi, bien que ça fait bien longtemps que je suis que le lis, qui est que, effectivement, le modèle, le métalangage, va permettre de passer l'énoncé à comment il est formé, comment il est construit à partir de préconstruit. Il y a du préconstruit toujours dans le construit. Bon, mais ça a donné, entre autres, dans un article qui est très important pour beaucoup de culioliens, rôle des représentations métalinguistiques en syntaxe, vous voyez ce genre de formalisation. Alors, j'en ai pris un au hasard, l'énoncé « il se construit des maisons ». Et l'idée, c'est que derrière, il y a plein de travail de construction, justement, qu'il représente comme ça, un truc qui est repéré par rapport à un autre, qui est repéré par un autre machin, remis à l'envers, des maisons sont construites, des gens, etc. Tout ça qu'on a repéré par rapport à un autre truc. Voilà,
Bon, donc, vous voyez, il s'agit de reconstituer tout le brouhaha derrière, jusqu'aux opérations infimes, aux détails, c'est mis en relation. Alors, bon, ça, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que je reconstruirais ce qu'il y a dans Il se construit des maisons, ni s'il l'aurait fait, ni si, bon, mais, quoi, c'est lui qui l'a fait là, mais est-ce qu'il y tenait énormément? Ce détail, il faudrait lire tout l'article, etc., c'est compliqué, puisque tout est reconstruit derrière le reconstruit. Mais il y a l'idée qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit, hein, et c'est ça que le modèle doit nous permettre de déployer. Alors, ça donne plus tardivement, hein, dans Nouvelle Variation, qui est plutôt dans les 10 dernières années, ou peut-être moins, je ne sais plus, qui est donc dans le volume 4, une phrase alors qui dit en s'adressant, je crois, apparemment c'est une conférence et apparemment il y a des psychanalystes dans le coin, vu l'ensemble de l'article, mais même là, c'est pourquoi nous avons sans arrêt l'illusion que lorsque nous disons un livre, cela signifie un livre et pas autre chose. Donc là, vous voyez, un livre, c'est pas un énoncé, c'est un petit bout, hein. En fait, derrière, vous avez toute une histoire extrêmement complexe dont je ne dirais pas qu'elle a disparu ou a été absorbée, je dirais plutôt, sans vouloir faire un clin d'œil qui serait hors de propos, qu'elle est refoulée, elle est là, elle attend. Vous avez affaire à des phénomènes qui sont pourvus d'élasticité. Ça veut dire qu'en plus, ça réapparaît, hein. Je crois que ça veut dire ça. Voilà. Donc, bon, c'est l'autre fonction du modèle, c'est de faire apparaître tout ce foisonnement de préconstruction dans la construction. Voilà, la diapo suivante, je crois que j'ai fini. Non, encore. Alors, bon, alors, si, quand même. Alors, ça, dans les dernières années, ça donne d'autres choses, c'est-à-dire une extrême attention à ce qu'on pourrait appeler l'implicite, hein, donc à tout ce qu'il y a derrière de non-dit, mais derrière le moindre énoncé. Alors, un des grands exemples sur lequel il a travaillé, je crois, dans le séminaire de la rue d'Ulm, mais il y a d'autres. Bon, c'est ce dialogue entre deux personnes qu'il a entendu. Il y a du vent, dit une vieille dame, et une autre vieille dame répond ça. Que dit ce ça, tous les implicites qui sont derrière, tous les préconstruits, pour y avoir du vent, il y en a, tu l'as dit, etc. Ou un autre exemple sur lequel il travaillait là, c'est clairement dans les dernières années, qui était pareil, hein, c'est toujours des exemples entendus, le tout venant, quoi, toujours, pas toujours, mais enfin bon, très souvent. Si besoin est, alors si besoin est, lui avait été dit par un plombier qu'il essayait de faire revenir parce qu'il avait c'est que le lit, hein, parce qu'il avait le sentiment que la fuite n'était pas vraiment réparée, je ne sais pas quoi. Et donc, le plombier, après avoir bricolé, dit OK, si besoin est, sans doute il y avait, est-ce que vous reviendrez? Réponse si besoin est, faisant entendre là-dedans tout ça, qu'il est temps d'arrêter de me déranger, à me faire revenir pour cette histoire de soi-disant fuite, etc., que je reviendrai sans doute, mais si besoin est, que ces besoins dont il m'est fait état sont quand même de drôles de besoins que l'on peut interroger, etc. Donc, tu as tout un brouhaha très efficace et entendu derrière un si besoin est. Qu'on peut, en plus, toutes ces formules, on peut les tâtonner, les affûter, parce qu'on peut aussi dire si nécessaire, etc. Donc, l'idée, c'est que la personne a ajusté le tir pour bien faire entendre ce qu'il avait à entendre. Alors, il y a aussi quand bien même, qui est très étudié, tout ça, c'est des choses étudiées plutôt vers la fin de sa vie, hein, où il montre tout ce que construit Kant, ce que construit bien, ce que construit même. Donc, bien développe, Kant marque une coupure, bien développe des possibles, même clos c'est possible pour passer à autre chose. Voilà, tout ce brouhaha derrière trois petits mots qui se battent en duel, sans compter je veux qui veut dire d'accord, non mais des fois qui veut dire plein de choses. Donc l'idée c'est que cette reconstitution des opérations derrière demande beaucoup de travail parce que l'énonciation c'est ça, hein, c'est déployer, disons, des implicites. Alors, peut-être un derrière encore. Alors, arrive un autre élément de la modélisation. Hein, donc, on a vu pour passer au langage, pour passer aux opérations de préconstruction et de construction, quoi, passer de l'énoncé à sa construction. Mais il y a une autre dimension qu'au départ, je ne comprends pas bien, mais vous verrez si j'arrive à atteindre le moment où j'ai envie d'aller, que je finis par mieux entendre. À d'autres endroits, la notion de modélisation est associée à la notion d'observable.
Alors, la notion d'observable est pensée comme étant différente, et on verra comment, hein, différente de la notion de données. Hein. On a des données, on recueille des données, des gros corpus, des petits corpus, le plombier, il m'a filé une donnée, il a dit si besoin, etc. Bon. Mais les observables, c'est pas exactement les données, c'est des données d'une certaine façon travaillées, problématisées. Et donc, c'est de la donnée ramenée à une modélisation, à une représentation qui va permettre d'établir une relation avec le phénomène empirique. Donc, il y a cette idée-là aussi que c'est une construction. La modélisation, c'est vous avez une donnée et vous allez la modéliser. Bon, c'est une autre façon de prendre la chose. Pas tout à fait clair. Si, un peu clair. Voilà. Il essaye de tirer. Alors, bon, voilà, il va essayer, étant donné une donnée, vous voyez, dans la grande citation, là, qui est la note de séminaire, étant donné une donnée, il va essayer de simuler tout ce qui s'est passé, toute l'activité de langage qui a donné lieu à ça, d'accord. Et donc, évidemment, disons, évidemment, dans tout ça, il y a plein de choses qui ne sont... Et donc, il va réduire toute cette simulation à ce qui est représentable. Et c'est ça le modèle, est représentable, ce qui est ramenable à un modèle. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas représentables. C'est ce qu'il dit à ce moment-là. Hein. Voilà, on n'aura pas tout. Hein. Donc, ça a à voir avec réduction, là. Hein, sauf que dans le séminaire 10 ans après, il reprend cette idée-là, tout n'est pas représentable, avec quand même comme idée que c'est pas grave, parce que soit de fait c'est pas représentable, soit d'autres pourront le représenter et on aura une science cumulative. Et donc on revient sur l'idée de la modélisation se fait progressivement, approximation, régionalisation, force plurielle des modèles. Voilà. Alors, il y a une autre dimension de représentable, peut-être dans la diapo suivante, je crois. OK. Oui, alors, comment il fait pratiquement pour passer d'une donnée à un truc représentable? euh, alors, je ne sais même pas si je comprends la première phrase. Je vais passer directement à la deuxième, quitte à revenir à la première. Comment on fait? Eh bien, on pose des problèmes. C'est-à-dire qu'on passe de... il y a énormément d'exemples de cette pratique-là, et on y reviendra. Et les gens qui sont dans la mouvance culiolienne, c'est souvent pour ça qu'ils sont dans la mouvance culiolienne. C'est pour ce genre de déplié-là que je vais vous montrer qu'on se dit, c'est là qu'il faut aller travailler. Hein. Et donc, voilà, vous avez, quelqu'un a dit l'argent est utile, et vous allez déployer toutes les possibilités, tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Alors, est-ce qu'on pourrait faire de l'argent utile? C'est rejeté. Il continue, hein, ça c'est dans de l'empirico-formel. De l'argent, c'est utile, en revanche, c'est bon. De l'argent, c'est toujours utile. C'est parfait, j'ai noté exactement ce qu'ils ont dit, d'accord? Parce que vous voyez que ce n'est pas simplement acceptable, inacceptable. C'est autre chose, c'est un travail, une modulation de l'énoncé. Avec un conditionnel, de l'argent serait utile, c'est pas mauvais, de l'argent serait bien utile, c'est très bon. Un peu d'argent serait bien utile, il n'y a rien à redire. Donc, c'est ça, passer de la donnée à l'observable, c'est avoir fait tout ce travail euh, de, permettant de démêler les facteurs qui sont en cause et donc de restituer les opérations et donc de passer à un niveau métalangage. Voilà. Bon, alors, ce qui est plus décevant et ce qui fait que les culioliens, c'est difficile à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est que parfois, on ne sait pas exactement on ne sait pas exactement comment on va déployer son métalangage pour rendre compte de ces magnifiques données. Bon, alors, on y reviendra. Dernier point, avant-dernier point, mais c'est le dernier sur les particularités de ce modèle, parce que vous allez voir que le vrai dernier va partir sur une autre direction. Les modèles en question qui s'inventent, etc., qui sont partiels, qui sont aussi des façons de modéliser l'empirique, donc la donnée. Bon. Alors ça c'est un jeu de mots de Culioli, mais que Rémi Camus a réussi à cerner en cherchant les occurrences. Plus particulièrement, il y avait une petite parenthèse quelque part qui doit être là, mais c'est le jeu de mots entre modéliser et se modeler sur.
hein. Les modèles se modèlent sur. Hein. Donc, d'une part, ils sont nécessairement non stabilisés, d'accord? Ils sont voués à constamment être travaillés pour se modeler sur l'empirique. Ils ne donnent donc pas une vision stabilisée exhaustive de l'activité de langage. C'est un modèle adaptatif, comment s'adapter sur l'empirique. Il donne les problèmes, c'est les langues qui donnent les solutions. Je crois qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est comme ça. Et avec l'idée que, alors là, il y a des citations, ici d'autres, des philosophes, ils aiment bien ça de temps en temps. Brisons les cadres, il ne faut pas rétrécir la réalité, c'est à nos idées de se modeler, agrandir sur la réalité, donc se modeler sur l'empirique, d'accord? Et du coup, le modèle que nous fournit telle représentation, c'est pas comme si j'avais un modèle dessiné au tableau. Il ne faut pas que s'imaginer que ça vous donne autre chose que des outils généraux. Et il faudra, dans chaque cas particulier, pour chaque problème, à partir de ces instruments modelés, hein, il faut se donner la possibilité de construire. Alors là, c'est un modèle variable. C'est un modèle variable. Et parce que c'est un modèle de la variation, parce que les données sont variables, comme on l'a vu sur l'affaire la donnée précédente qui était l'argent utile. Voilà. Donc voilà, les modèles se modèlent. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Ok, alors là, il y a beaucoup de choses sur cette idée-là. L'idée que on va chercher, on ne va pas contourner les obstacles, on va construire, reconstruire, même quand on tombe sur des apories, on ne va pas les balayer sous le, sous le tapis. Alors là, on revient sur les méchancetés. Là, c'est sur les cognitivistes, donc c'est un peu plus tard, hein, parce que dans les années 70, c'était moins les cognitivistes qui en prenaient plein leur tête, c'était plus les linguistes en général, là, c'est les cognitivistes. Alors là, cette phrase qui est quand même sur laquelle il y aura d'autres façons de la reprendre. Donc, des cognitivistes qui ne savent pas ce qu'est l'anthropologie culturelle et donc qui n'ont jamais été parmi des populations à tradition orale. Bon, alors c'est daté, hein, maintenant ils sont tous allés, ou bref, c'est mauvaise foi, méchant. Mais l'idée, c'est que il faut des modèles qui ne soient pas réduits. Hein. Alors, la même chose sur la pragmatique, pareil, réduction, ce qui suppose une belle transparence, comme si on avait une activité claire entre les gens. Bon, donc, contre la réduction en général, d'accord? On doit se modeler sur la réalité qui est plus complexe, on va dire. Peut-être que la diapo suivante va nous éclairer ou pas, voilà. Hein. Et du coup, le travail métalinguistique, ça c'est très, n'épuisera jamais ni la variété des langues et leur singularité, ni la diversité des textes, car la langue ne se réduit pas à un système fini, fixe et mécanique. Alors, donc l'idée, c'est qu'on ne pourra jamais dire le tout de la langue, quand même, c'est là où le métalangagement, c'est même cette réduction impossible qui rend essentielle une réflexion sur le réductionnisme. Soyons des éplucheurs d'oignons lucides et enthousiastes, parce qu'il a dit avant qu'il n'y a pas de fond. C'est comme la fameuse histoire de l'oignon. Hein. Dans l'oignon, il y a toujours une autre couche, derrière une autre couche, et quand il n'y a plus de couche, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas le cœur. Hein. Il s'agit de chercher à construire un problème. Et ce travail, donc, construire un ensemble problématique d'observation, comme on l'a vu pour l'argent est utile, qui nous force à un travail théorique de représentation métalinguistique, d'où un élargissement du champ des observables et une capacité croissante de généralisation. Donc, voilà, c'est des modèles qui bougent. Alors, si on va dans la diapo suivante, il n'y a plus. Voilà, dans la diapo suivante, merci, hein, chers collègues. Je suis confuse. Dans la diapo suivante, il y a quelque chose qui ne parle plus des modèles en soi, mais qui parle directement des langues ou du langage, ou de l'activité de langage. Et on va voir que ce n'est pas un hasard, parce que l'idée, c'est que les modèles qu'on construit, c'est des modèles de la langue. Donc, ces modèles qui sont toujours incomplets, toujours s'élargissant, toujours posant des problèmes plutôt qu'ils les résolvent, et ben, c'est des modèles des langues. Donc, les langues sont pareilles. Voilà, il y a une espèce de retour du modèle à la langue, puisque c'est un modèle de la langue.
d'une certaine façon. Et effectivement, une des grandes thématiques qui va se développer, c'est l'idée que les langues elles-mêmes sont incomplètes, plastiques et même molles. Le langage ordinaire est mou. Dit-il à un moment dans l'année 2000, à une conférence qui est enregistrée sur le web, je crois qu'il a donné à Toulouse, si j'ai bonne mémoire. Bref, donc l'idée aussi, c'est que c'est pareil quand on parle, notre activité de langage est modelée, pareil, modelée, hein, c'est par le réel de la cognition, de la subjectivité et de la diversité des phénomènes dont on veut parler, d'accord. Et du coup, les langues elles-mêmes sont non stabilisées, s'ajustent, d'accord. Donc le modèle, tout ce qu'on a à dire modèle, et c'est là où je fais le jeu de mots dont s'est emparé Rémi Camus et qu'il m'a donné. Modèle, faut-il dire modélise? Modèle, modélise. Hein. Notre activité, mais alors, je ne parle pas de ce qu'il a. Les représentations et les marqueurs sont modelés par le boulot qu'ils ont à faire. Hein. L'ajustement, la rectification, c'est ça l'activité de langage. Les ratés de la communication, c'est l'activité de communication. Ça doit être intégré dans le modèle. Le point de vue que je soutiens ici, c'est qu'il y a des erreurs, comme éventuellement avec une machine, mais celles-ci ne sont pas dues à une panne. Elles sont au cœur du truc. Le langage ordinaire est mou. Alors, je crois que j'ai une autre diapo sur les langues molles. Voilà. Voilà, alors là, plein de façons. Donc, vous voyez, modèle logique, c'est il y a longtemps. Hein, donc, ça remonte à loin, cette idée-là. Oh là là, à une communication de la communication manifeste et réussie, je ne sais pas si c'est là, une linguistique, peut-être, je ne sais pas, où l'on ne programme que des prédications heureuses, il faut substituer une linguistique des ajustements. Le terme d'ajustement est très présent dans un modèle, ça s'ajuste. Donc, avec l'idée que la modulation du discours, justement l'ajustement, ce n'est pas quelque chose en plus, un luxe à surajouter à l'automate syntaxique. Elle est inhérente au cœur du domaine. Alors, il y a derrière aussi une théorie qui se développe là vers la fin, qui est que parler, c'est faire le renard, en référence à Whitehead, opposant Platon et Ulysse. Platon partage la raison avec les dieux, Ulysse partage avec les renards, l'être humain serait comme ça. Hein. Travail du renard, qui est un travail d'une intelligence de l'adaptation du conjectural du détour pour se modeler sur la réalité, la subjectivité, etc. Et là, voilà, hein, il a défini un autre philosophe, l'homme de la médiation du détour, de l'approximation, de la ruse, retournant l'imprévisibilité en ouverture, etc. Donc, cette idée-là, qui vient soutenir l'idée des langues malléables, si ce n'est molles, et élastiques, il dira à d'autres moments, hein, permettant d'avancer. Voilà. Peut-être il y a encore une diapo sur les langues molles. Oui, d'accord. Et du coup, il faut des modèles variables, vu que les langues sont variables. Voilà. Alors, oui, le langage n'est pas rationnel, ou du moins n'est pas issu d'un raisonnement, dit à un moment Wittgenstein, et du coup, Cuglioli le cite. Donc, il y a une autre rationalité derrière le langage, qui est une rationalité enfouie, silencieuse. C'est ce qu'on avait vu là aussi sur c'était un livre qui avait derrière quelque chose de tapis. Hein. Sans raisonnement, il y a une pratique de confrontation publique. Donc, il y a un an de sein enfoui, silencieux. La prolifération des mises en relation, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut se laisser porter. Et à ce moment-là, quel émerveillement devant la rationalité silencieuse à l'œuvre. Bon, donc voilà ce modèle des langues, cette fois, auquel on aboutit. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, si vous voulez bien, où j'ai essayé de développer différents corps de théorie dans l'approche culiolienne. Et à chaque fois, je voulais me demander, est-ce un modèle? Jusqu'à quel point on peut appeler ça un modèle? Et puis, je voulais essayer de raconter ce que ça apporte. Donc, alors, en fait, c'est une espèce de boîte à outils que Cuglioli
bricolé au long de sa vie, hein. Mais c'est des images de ce que c'est que la langue. Bon, donc, voilà, si on demande à Cuglioli, propose-nous des modèles, il a construit des choses comme ça. Alors, j'en ai mis plusieurs, j'en ai oublié sans doute, hein, il y en a beaucoup, et puis c'est pas vraiment à moi qu'il faut demander ça. Je crois qu'il y a eu des espèces de dictionnaires de tout ce que Cuglioli a pu proposer, surtout produit par les anglicistes, puisque les anglicistes, à un moment, je crois que c'est fini, mais à un moment, dans les études anglicistes, le modèle culiolien dans toutes ses variantes était extrêmement présent, hein. C'était un peu comme le modèle quiolien pour les agrègues de français, de lettres, et ben, c'était le modèle culiolien pour la grecque d'anglais. Je crois qu'ils y sont moins, mais ça a été très important. Alors, bon, du coup, il y a beaucoup de présentations qu'on peut trouver. Alors, je ne commence pas par un modèle ou un outil qui est le plus connu, et entre autres, sûrement pas par un outil qui est utilisé justement par les anglicistes. C'est la théorie de l'invariance. Donc, c'est un modèle de la variété des langues et en même temps, donc de la diversité des langues, toutes diverses, mais néanmoins invariantes. Et aussi de la variation dans les langues, et en particulier de la variation diachronique, qui sans doute est au début de l'histoire de Cuglioli, parce que je crois qu'il a une formation de philologue assez costaud au départ, mais qui est clairement à la fin, en tous les cas, parce qu'il en parle très souvent, hein, de comment les choses ont bougé. Et l'idée, c'est qu'il en parle en disant la clé de l'affaire, c'est que c'est invariant. Je ne sais pas si je vais définir créole, parce que je vais essayer. La clé de l'affaire, c'est que c'est invariant, donc ça ne varie pas. Parce que dès le départ, chaque mot est déjà un potentiel de variation extrêmement important. Et donc, alors peut-être c'est plus clair dans la diapo suivante. Est-ce qu'on pourrait y aller? Je reviendrai éventuellement. Là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Encore, il y en a un 3, non? Non, bon, et marche arrière, excusez-moi. Alors, non, on va sur deux, c'est pas mal. OK, donc l'idée, c'est que, bon, je pensais qu'il y avait un exemple. Un exemple possible de l'invariance, c'est le mot pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand le mot pas serait passé d'un mot qui désignait les pas qu'on fait quand on marche à un mot qui sert à la négation? Et vous voyez que, il y a des articles très précis de culioliens ou liés aux culioliens qui disent là, comment peut-on parler d'invariance? Il y a clairement eu un changement. Il y a clairement eu, alors ce qui est très, très étudié en diachronie, ce qu'on appelle la grammaticalisation, hein. On est passé d'un mot avec un sens lexical à un outil grammatical qui permet de construire la négation, et aussi qui permet du coup, au sujet de s'exprimer, hein. La subjectivisation va avec la grammaticalisation, et qui se fige. Et plus récemment, dans les théories de la grammaticalisation, on parle de constructionnalisation. Ne pas, et puis après, il n'y a même plus besoin de ne pas faire son boulot tout seul, etc. Donc, cette vision-là, hein. Alors, à ça, Culioli est clairement totalement opposé, hein. Il ne dira jamais une chose pareille, il ne dirait jamais une chose pareille, parce qu'il dirait, c'est quoi ce pas-là qui au départ voulait dire un truc simple? C'est quoi faire un pas? C'est quoi le pas de la porte? C'est quoi voilà, c'est quoi faire un pas? Pas, c'est clairement lié à passer. Donc, dans pas, il y a clairement un passage de frontière, et donc il y a exactement ce dont on avait besoin et ce qu'on a exploité pour essayer de parler de ce que c'est, pour essayer de formuler cette chose extrêmement complexe, très variable selon les langues et selon les valeurs, qui est la négation. Donc, il n'y a pas du tout une grammaticalisation, il y a l'utilisation de pas pour essayer de faire entendre ce qui se joue quand on a envie et pas, vu que c'est lié à passer, c'est au départ des affaires de franchissement. OK, voir le pas de la porte, etc. Et faire un pas, c'est avancer. Bref,
Je ne sais pas comment il le fait dans le détail, mais en gros, c'est clairement ça qu'il dirait. Alors, bon, donc, pas de grammaticalisation, c'est un modèle de l'évolution des langues. Alors, en même temps, il y a évidemment qu'on aurait pu utiliser pas, mais on aurait pu utiliser autre chose. Et d'ailleurs, on a aussi utilisé autre chose. Ça dépend des langues. On n'a pas, voilà, c'est pas un, c'est invariant, mais c'est pas une autoroute. Et c'est là qu'il utilise la notion de créode. C'est un modèle qui vient développer la notion d'invariance. Hein. La créode, alors là, peut-être on peut revenir dans le premier. La notion de créode est une notion empruntée aux gens qui parlent de l'évolution des espèces en général, d'accord, et ça parle du fait, alors, entre autres pour parler du passage de l'œuf de mouche à la mouche. Donc, ça, c'est l'évolution sur un œuf de mouche, hein, mais il y a aussi, c'est la même idée pour l'évolution, pour passer de je ne sais pas quelle bête à des mouches hein, dans le temps. Les créodes, hein, c'est un trajet de développement parmi d'autres possibles, mais qui de fait pour la mouche est nécessaire. Donc la créode, c'est du nécessaire dans du possible, ou du possible dans des nécessaires. Ils le décrivent, ces biologistes, comme des sillons sur une pente. Et donc, pour arriver à dire la négation, on a utilisé le sillon du pas. En gros, c'est ça, hein, qui était impossible parmi des nécessaires qui étaient de construire de la négation. Bon, voilà. Ce modèle-là, j'en ai assez parlé. Le modèle de la créode, c'est un autre modèle pour parler de la diachronie. Peut-être je vais passer à un autre, si vous voulez bien, B2. Alors, il y a le modèle des valeurs référentielles, qui est un modèle de construction de la référence. Ça, c'est plus facile. L'idée, c'est que, comme le référent, la valeur référentielle est ce à quoi un énoncé réfère, donc les énoncés ont une double référence. Ils réfèrent à des vraies choses de la vraie vie et ils construisent quelque chose. La valeur référentielle est construite par l'énoncé. Elle n'a d'autre existence que celle que l'énoncé lui confère. C'est une construction linguistique constituée d'entités qui appartiennent à l'ordre du langage, des occurrences, etc. Elle est ce que l'énoncé dit, alors que le référent n'est que ce dont l'énoncé parle. Alors, voilà, je vais peut-être pas en dire tellement plus que ça, sauf que si peut-être que quelque chose qui est intéressant pour comprendre même ce qu'est l'énoncé, ce qu'est l'énonciation en particulier, quel modèle de l'énonciation propose Cuglioli, qui est un modèle de l'énonciation différent d'autres modèles, et en particulier, car pour parler des valeurs référentielles, une façon d'en parler, c'est de parler du concept d'énonciativum, qui est un concept de Sénèque, qu'on lit dans les lettres Lucilius 117, et qui consiste à dire l'énonciativum, donc l'énoncé, voilà, hein, l'énoncé, c'est ce à quoi réfère Caton Spromène. Donc, c'est cette valeur référentielle que construit Caton Spromène, qui n'est pas un corps, à la différence de ce à quoi réfère Caton, donc qui n'est pas un référent, si vous voulez, qui est un incorporel. Que veut dire que c'est un incorporel? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est énonciatif au sujet d'un corps et que les uns appellent proposition, d'autres énoncé, d'autres encore dit. Autrement dit, ce que Sénèque appelle l'énonciatif, c'est cette valeur référentielle, donc ce n'est pas un corps, c'est une construction qui est construite dans l'énoncé, et qui est une proposition. Voilà, ça permet de comprendre aussi que cette énonciation, elle est au cœur de la prédication, quand même. Voilà. Bon, voilà, je passe à un autre élément. Bon, ça fait partie du débat, justement. Il y a deux modèles qui s'opposent au sein de 2, 3, 4, 5, mais entre autres deux modèles qui s'opposent au sein de la théorie culiolienne, dans la mesure où Cuglioli a parlé
a dit qu'intervenaient dans le langage, bien sûr, des notions, ce n'était pas original, hein, tout le monde le dirait, des prédications, pareil, hein, et des énonciations. Et donc, il a même à différents moments dit, bon, vous partez d'une notion, puis après vous prédiquez, puis je pense qu'il l'a dit même, et après vous énoncez. Bon. Dès lors, dans certains moments, il y a un peu longtemps, mais il l'a dit. Et donc, dès lors, il y a une modélisation de l'activité langagière à trois étages, d'accord, hein, des notions, puis des prédications, puis des énonciations. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est à trois étages? Autrement dit, est-ce que l'énonciation vient après la prédication, qui elle-même travaille à partir des notions, ou bien est-ce que c'est un seul étage? Autrement dit, est-ce que l'énonciation est là dès le départ? Donc, c'est deux modèles de l'activité langagière. Cette question-là, ce débat-là sur deux modèles, est-ce que l'énonciation est en plus ou est-ce qu'elle est au départ? Elle est dans la notion. Elle est particulièrement visible si vous allez voir cette conférence de 2000 donc de Toulouse, parce que les gens qui invitent Cuglioli, entre autres une étudiante et puis un collègue, proposent les trois étages et Cuglioli n'entre pas, refuse ça, hein, et dit à un moment, mais les propriétés primitives qui catégorisent les notions induisent des énoncés. Donc, dès le départ, c'est là. Hein. L'énonciation chez Cuglioli, c'est d'abord un déploiement de texte, c'est l'assemblage des éléments qui est en jeu, et pas seulement les formes de repérage par rapport à un énonciateur. Donc, ce n'est pas un syntaxe en amont de l'énonciation, avant qu'on fasse des repérages et des actes de langage. Les formes syntaxiques, dans le détail de leurs agencements, hein, s'ordonnent sur le geste énonciatif. Syntaxe et énonciation coïncident. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la version à seul étage, qui est en gros, le fait est que très rapidement, il n'a plus jamais séparé les trois. Bon, donc il y a un débat. Voilà. B4, ça doit être encore pire à raconter. B4. Il y a une théorie de la lexis. Je ne sais pas trop quoi en dire. Peut-être est-ce que je fais ça? Non, je continue un petit peu. Alors, oui, merci. Que dire? Non, malheureusement, il faut que je revienne en arrière, Alexis 1. Parmi les outils que propose Cuglioli, il y a l'outil Lexis. Il dit les énoncés qu'on fabrique se construisent à partir de Lexis. Alors, ces Lexis, alors il en parle dès la formalisation. Hein. Il prend un exemple qu'il a aussi, bon, mais la formalisation est écrite dans les cahiers pour l'analyse, qui est quelque chose qui s'adressait à la mouvance lacanienne. Hein. Bon, donc là aussi, il fait des clins d'œil aux psychanalystes. Donc la mort de mon père, c'est lié au texte de Freud important. Bon, en gros, il dit la mort de mon père, c'est une lexis, et sur cette lexis, il y a plein de choses qui se disent et ça tourne, et c'est parce que ça tourne qu'on entend ce que Freud entend quand Bras parle de la mort de son père. Donc, je considère que mon père meurt, le fait que mon père meurt, je ne veux pas que mon père meure, le rejet du et à la fois je rejette le souhait qu'il meure, etc. Donc, plein de valeurs comme ça. Donc, l'Alexis, c'est quelque chose qui serait en amont de toutes ces variations dont on pourrait dire qu'elles sont énonciatives. Il en parle effectivement comme, alors là c'est illisible, mais on peut sortir les lunettes, comme un générateur de ce que lui appelle les familles paraphrastiques dans leur profusion. Alors vous voyez que ce n'est pas des classes paraphrastiques, ce n'est pas des couples paraphrastiques, c'est des familles dont il dit que c'est sans fin et qu'aucune n'est équivalente à aucune. D'accord, c'est un espèce de déploiement de profusion. Alors, dans la conférence 2000, il en cite, je crois que c'est là qu'il cite ça, en tous les cas, et il rigole en disant la centième je lasse, donc il y en a au moins 100. D'accord, donc, ce n'est pas juste à partir d'une relation prédicative, tu as un certain nombre de transformations. Si on le joue à la Harris, hein, et t'en fais la liste à la Harris il y a très, très, très longtemps, de toute façon, c'était il y a assez longtemps, c'est une espèce de générateur
de profusion. Et alors, bon, là, j'ai mis cet exemple parce qu'il est particulièrement générateur et on voit beaucoup de choses. C'est la peine de le faire, c'est pas la peine de faire, c'est pas la peine que tu le fasses, c'est la peine de le faire, c'est la peine que tu le fasses, etc. C'est bien la peine. Bon, on passe de négatif à positif, on complique, on en rajoute. Voilà, c'est ça qu'il y a dans l'Alexis. Que comprendre de ça? Alors peut-être là, la diapo d'après va répondre un peu. Pour l'Alexis, c'est ni le dictum sur lequel opérerait le modus, parce que c'est un générateur, c'est pas un contenu propositionnel. C'est ni la structure profonde déterminée par des schémas extensiels du lexis. L'Alexis, ça organise l'énoncé. D'accord? Ça organise l'énoncé et c'est ordonné pour ça. Pourquoi c'est formé sur un schéma de lexis à 3 places où il y a une source, une relation, un but. C'est le format de l'énonciation. Donc, la lexis, c'est déjà l'énonciation. Donc, et il va insister beaucoup, c'est une vieille théorie, hein, donc ça doit être dans les années 70, je sais pas quoi, sur le fait qu'il y a 3 places, il n'y a pas une place. Donc, vous voyez, c'est un modèle de la prédication, d'une certaine façon. Hein. Il y a 3 places, il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas 2, thème, propos, non, 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 3. D'accord? Pourquoi 3? Pourquoi il y tient alors qu'il est au courant, hein, qu'il y a plein de phrases où il y en a 2, 1, 0. Pourquoi 3? Parce que ce qui constitue l'Alexis, c'est qu'il va y avoir un point de départ et un point d'arrivée. Source et but. Hein. Source, R, but. C'est ça le format. Et donc, il y a l'idée sans doute dans l'Alexis que l'énoncé, c'est le passage d'un point de départ à un point d'arrivée. Et donc, que l'énoncé, ça prend du temps. Ça commence et ça finit. Si vous voulez, ça introduit la linéarité, sauf que ça la modélise en début, une fin. D'accord? Et ça décrit l'énoncé comme quelque chose qui émerge et qui se clôt. De et, le et qui fait sortir quelque chose, au et qui clôt. Voilà. Donc, c'est plus un schéma d'énoncé qu'un dictum sur lequel après on opérerait. Mais c'est quand même un générateur. Théorie de l'Alexis, j'ai essayé de la raconter et comme vous voyez, elle me fait pas mal réfléchir. C'est plus des questions que des réponses. Alors, V5, c'est sûr, ça doit être pire. J'ai peur que ça soit pire. Ah non, V5, c'est quelque chose quand même qui est intéressant et important, justement, qui nous permet de revenir sur le rapport entre la modélisation au sens du métalangage et la langue elle-même. Ça, c'est un modèle pour penser, un modèle quoi, ou un outil. Ouais. C'est quand même, hein, c'est une façon, une image qui permet de penser la relation entre cognition, langue, langage. Alors, c'est quelque chose qui a décrit, je vois qu'il n'y a pas de référence, c'est dans de l'empirique au formel dans le tome 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de mettre les pages. Hein. C'est le premier article de l'empirique au formel, etc. Une petite conférence aussi, bon, où il en a parlé à d'autres endroits sans doute, mais enfin, là j'ai dû citer là. Alors, il y a 3 niveaux. Le niveau 1 est le niveau des représentations ou représentation va être à tous les étages, évidemment, renvoie à la représentation mentale. Il s'agit de cognition, c'était avant qu'ils se fâchent avec les cognitivistes, ou avant que ça se déploie peut-être. La seule chose qu'il dit, c'est que l'affect fait partie de la cognition, ce que j'imagine pas mal de cognitivistes accepteraient. Bon, mais en tous les cas, c'est voilà ce qu'on pense, hein, ce qu'on a dans la tête, la pensée, ce qu'on a dans la tête. À tout cela, nous n'avons pas accès au sens d'un accès immédiat. D'accord. Et en particulier, quand on parle, quand on fait des énoncés, ça ne va pas renvoyer à ça. Non, pas simplement en tous les cas. Donc le niveau 2, c'est ce qu'on produit quand on parle. Hein. C'est des représentations que j'appellerais linguistiques, dit-il, et qui sont la trace de l'activité de représentation du niveau 1. Donc il y a un rapport entre les deux, hein, mais il n'y a pas de relation terme à terme entre niveau 1 et niveau 2, tout sauf un jeu fixe entre représentant et représentation. On a plutôt, et là, il va rejouer, je ne l'ai pas mis, mais la notion d'ajustement, de se modeler sur, de voilà. Hein, au niveau 2, on travaille à se modeler sur le niveau 1 et il y a du jeu. Il y a du jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu fixe parce qu'il y a du jeu.
Et le niveau 3, alors, c'est ce qu'il appelle le niveau 3. À cette époque-là, hein, donc de l'empirico-formel, je crois, ou à formalisation, je ne sais plus, dans PLE1, le niveau 3, c'est présenté comme ce que nous, on doit construire, c'est-à-dire les représentations métalinguistiques pour atteindre le langage, les préconstruits et tout ce qu'on a dit, hein, pour sortir des... Mais justement, l'idée, c'est que le niveau 3, ce n'est pas juste une représentation du niveau 2, d'accord? Le rapport, alors, à ce moment-là, le rapport entre le niveau 3 et le niveau 2 est pris comme un rapport de calcul, ce qui est une autre forme de jeu, hein, mais au moins, peut-être un peu plus à la fin, on tombe sur le niveau 2, hein, avec l'espoir que par le biais de cette relation entre 2 et 3, on pourra simuler la correspondance entre 1 et 2, mais pas de relation univoque. Voilà. Ça, c'est un modèle des rapports entre le travail de la pensée derrière le travail des langues et le travail du langage, de cette préconstruction, cette construction derrière le travail des langues. Voilà. Alors voilà, ça c'est B5, B6. Alors, je ne pouvais pas ne pas citer l'opération de repérage, mais c'est la théorie que Lely est décrite souvent comme une théorie du repérage, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire, si ce n'est que, bon, il y a plein de choses à dire sur l'opération de repérage, ne serait-ce que le fait qu'elle il a tendance, sans doute, ce qui se dit, c'est dans les énoncés, qu'est-ce qu'on fait? On repère. Voilà. On repère des trucs par rapport à des trucs. C'est ça le nerf d'énoncer. Hein, c'est repérer qu'a-t-on par rapport à, je ne sais plus ce qu'il faisait, il se promet, je crois. Okay. Bon, mais ce repérage pouvant prendre des valeurs extrêmement variées, etc. Ça renvoie à l'idée, bon voilà, c'est une vision effectivement assez différente de ce qu'on dit d'habitude, de ce qui se joue dans un énoncé. Hein. On dirait on prédique, ou on, je ne sais pas quoi. Mais là, non, on repère des choses les unes par rapport aux autres et par rapport à, éventuellement par rapport à soi. Voilà. Il y a derrière l'idée que justement les entités que construisent les énoncés, donc qui forment les valeurs référentielles, sont très différentes des entités dans lesquelles nous vivons, du monde, hein, les tables et tout ça. C'est parce que c'est toujours des énoncés construits par identification à quelque chose qui est pourtant différent. D'accord? Donc, on ne vous aurait jamais table, mais des occurrences de la notion de table. Une occurrence de la notion de table située à tel endroit. Donc, un objet construit. Ça revient à dire que les objets qu'on appelle occurrences d'ailleurs, qu'on manipule quand on parle, ces objets sont des objets construits. Voilà, hein, ce qui revient à ce qu'on a dit avant. Hein, construits en relation avec d'autres objets. Bon, ces relations qui sont des notions ou des repères variés. Ces relations étant variables. Alors, la base de la base consiste à dire qu'il y a au moins 3 valeurs de cette opération de repérage, mais je vais un petit peu le développer. Mais par exemple, on peut des choses simples, mais voilà, qu'avec l'aoriste, on construit en rupture. Et pour ça, il faut être rupture par rapport à quelque chose, donc il faut avoir quelque chose. Avec l'imparfait, on construit en différenciation, un autre monde que l'on regarde, le tournant, quoi, toute cette théorie de l'imparfait. Et le présent dialectique, on construit en identifiant à la situation dans laquelle on est. Bon, voilà, ce genre d'idée-là qui a plusieurs façons de construire, plusieurs types de relations, et que c'est très intéressant. Mais justement, sur ces différents types de relations, arrive, je pense, l'autre objet dont je voulais vous parler un peu plus longuement, l'autre modèle, qui est décrit explicitement comme modèle. Il n'y a pas le modèle de l'opération de repérage dans la littérature qu'on a parcourue, dans le corpus cullulien. Par contre, il y a le modèle de la CAM. Cette notion de CAM qui est une notion, cette image, ce modèle, qui est un modèle qui m'a, depuis que je m'intéresse à la théorie cullulienne, c'est un des objets
que j'ai personnellement beaucoup investi, cette cam. L'idée de la cam, je vous la représenterai tout de suite, mais c'est pourquoi des cams? C'est pour rendre compte de la dimension proprement dialectique de la notion d'identité. Identité prise entre idem et ipsé. Donc, vous voyez, c'est une théorie de l'identité. On dit quel rapport? Ben, c'est important puisque on construit des occurrences qui sont des identités. Qu'est-ce que c'est une identité? Et donc, pour ça, il faut savoir que la notion d'identité, elle est extrêmement complexe, compliquée, entre idem et ipsé, hein, parce que idem, aussi bien idem que ipsé, mobilise à la fois de l'identité et de l'altérité. Hein. Idem, ça suppose, quand on dit idem, ça suppose qu'on a des choses différentes et qu'on va dire c'est idem. D'accord? Donc, il y a une altérité présente, hein, puisque l'identification présuppose que d'abord c'était différent, et puis on a dit idem, et qu'on va l'annuler. Donc, il y a l'altérité dans idem. Hein. Et, de même, ipsé, alors c'est dans ipsé, hein, lui-même, la carte d'identité, hein, altérité et identité interviennent aussi, mais pour se fonder mutuellement. D'accord? Son identité est d'être différent de tout autre. C'est ça, ipsé. Hein. Donc, c'est une radicalisation par rapport à la problématique de l'identité, puisqu'on est idem à personne. Idem et ipsé sont contradictoires. D'accord? Justement, je suis ipsé, je ne suis pas idem. Okay. Donc, de idem à ipsé, il y a un renforcement de l'identité à fur et à mesure que l'altérité se fait plus indépassable. Donc, ça produit une dialectique qui intéresse les gens qui s'intéressent à l'identité, mais qui joue un rôle dès lors qu'on construit des identités. Or, on construit des identités dans les langues. Comme on l'a vu, les occurrences sont construites. Alors, j'en arrive à la cam, justement, qui va rendre compte de cette dialectique et qui est la diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Alors, la cam, c'est un objet qui existe, hein, c'est un objet technique qui existe, qui sert à différentes choses, qu'on peut modéliser parce qu'il a des formes variables en fonction de ce à quoi on peut le faire servir, mais on peut le modéliser comme ça, comme le petit dessin que vous voyez, qui est un petit dessin qu'il faut penser comme étant pas plat, hein, mais ça monte, c'est comme un ressort, sauf que quand on est à 5, pof, on redescend à 1. Les cams, ça sert entre autres à fabriquer des arbres à cam qui servent entre autres à passer les vitesses, en gros. Hein. Mais en tous les cas, bon, ça fait... Bon, je ne rentre pas plus là-dedans, mais l'idée, c'est que ce jeu entre identité et altérité, ça va fournir plusieurs moments, d'accord, 5 moments pour suivre ce mouvement de renforcement continu qui induit la relation dialectique entre identité et altérité, d'accord, et des entités auxquelles on fait référence. Et donc, on va pouvoir avoir un moment 1, hein, où, alors, vous voyez, l'identité est notée par égal, l'altérité par un W, hein, lié à oméga. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, il y a un moment où identité et altérité se nivellent. Le point 1, vous voyez, c'est à la fois identique et altérité. C'est un stylo quelconque, n'importe lequel, comme tous les autres stylos. Ça n'a rien de spécifique. Ça renvoie à une valeur de 1 qui existe. D'accord, où c'est des entités qui sont qui sont idem à tout autre, mais en même temps, les autres sont différents. Voilà, un stylo quelconque. Donc, les deux sont égales. Et puis, de temps en temps, on va pouvoir construire un stylo particulier, d'accord? Donc, ne pas tenir compte du fait que ça n'est qu'un stylo particulier. Hein. Sur la table traînait un stylo, c'en est un, mais on ne va pas tenir compte du fait que c'en est qu'un. D'accord, c'est un stylo. Il y avait un stylo, ce qui renvoie à une valeur de l'indéfini qui a été très étudiée à l'extérieur de la théorie culiolienne comme l'indéfini simple. Mais vous savez, a plein d'autres valeurs. Il peut avoir une valeur générique où on a pris la diversité et paf, on réduit. Un stylo, ça écrit. Et puis, il y a d'autres valeurs où, au contraire, on va parler d'un stylo particulier. Dans la trousse, un stylo n'écrit plus, c'est l'indéfini renversé, très étudié aussi, décrit par Hegel comme le partitif, un voulant dire le 1D. Et puis, il y a le fameux « je cherche un stylo spécifique » où là, c'est ce stylo-là, idem, ipsé. Et donc, ouais, vous voyez que
on tourne en rond. Et ça permet de rendre compte de beaucoup des ambiguïtés et des variétés de beaucoup d'unités de la langue. Alors, d'autres vont cibler tel ou tel lieu, hein, comme on l'a vu sur l'imparfait et sur l'aoriste, mais c'est un modèle de la variation qui est extrêmement important. OK, alors un autre modèle, la théorie des domaines notionnels, donc ça aussi, c'est très important, mais alors j'aurais un peu de mal à la raconter vite fait. Et là, vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de littérature qui explique ça. Ce qu'elle a d'original, c'est qu'elle réfléchit, par exemple, pour une notion comme chat, elle réfléchit au fait que la notion comme chat va me permettre de construire des occurrences extrêmement variables. D'accord? Il y a chat et chat. Hein. Et donc, la notion, elle renvoie non pas à un ensemble, à une catégorie homogène, mais à une classe d'occurrences qui sont à la fois individuables, chacun est différent, il y a chat et donc hétérogène, okay, et à la fois indiscernables. On peut dire tout ça, c'est du chat. Néanmoins, hein, il y a chat et chat, mais n'empêche, c'est du chat. Donc, ce individuable, indiscernable, avec le able, montre le côté, comment dire, c'est pas mou, c'est plastique et déformable de ces classes d'occurrence qui, selon ce qu'on veut, hein, selon qu'on dit il y a chat et chat, tout ça c'est des chats, va pouvoir être lissé. C'est un terme qui a été employé à un moment, ou être au contraire décrit comme moiré, hein, il y a chat et chat, voire rugueux. Tu peux pas. Bon. Alors, ça, c'est l'idée de base, c'est donc les domaines notionnels, ça bouge. Bon. Alors, ça bouge avec différents types de structures, type attracteur, dont je ne vais rien dire, mais aussi l'idée que à cette classe d'occurrence va pouvoir être associée une frontière, c'est du quasi-chat, et puis c'est pas du tout du chat. Hein, donc, il va y avoir le domaine inclut aussi ça. Savoir ce qu'est un chat, c'est aussi savoir ce qui est pas vraiment chat, t'appelles ça un chat, etc. Et savoir ce que... Ah non, pour moi, c'est pas du tout. Et donc, on voit on va pouvoir jouer là-dessus quand on parle. Et ce qui est très important, c'est que c'est pas fixe. Hein. Donc, dans le séminaire, c'est la construction d'un intérieur, d'un extérieur et d'une frontière, éventuellement d'un intérieur et d'une frontière par rapport à l'extérieur, ou d'un intérieur et d'un extérieur, puis d'une frontière distinguée des deux. Nous sommes donnés les moyens de construire une représentation qui va nous servir pour bouger. Hein. Bon, voilà. Donc, domaine notionnel, c'est à la fois cette labilité-là et à la fois plusieurs zones, mais qui sont construites par la langue. Et voilà. Alors, en plus, type et attracteur, c'est une autre façon de complexifier domaine notionnel, mais vraiment, je n'ai pas le temps d'en parler. Ou pas le courage, en tous les cas. Alors, il y a aussi la théorie de la bifurcation, qui est arrivée plus tard, qui est moins connue, qui est encore plus, mais qui a pris le pas, qui était extrêmement importante pendant 10 ans. Hein. Donc, j'aurais bien beaucoup de mal à parler très simplement, mais je vais essayer juste de signaler. C'est un modèle qui vise à dépasser l'idée que les énoncés, c'est soit vrai, soit faux, comme tout le monde est d'accord là-dessus. Bon. Donc, mais qui essaye de construire l'idée que même, il n'y a pas, on ne construit pas le vrai, on construit un chemin vers une valeur. C'est toujours que ça réintroduit de la dynamique. Hein. Traiter la validation d'une proposition comme procédant d'un chemin, un chemin vers P, en partant du coup d'une position qui est hors P ou non P. Donc, ce qui compte dans ce schéma, vous voyez, I, c'est l'intérieur, E, c'est l'extérieur, c'est qu'on part, c'est un chemin, donc à la différence des domaines notionnels, donc il n'y avait pas cette idée-là, hein, on part d'un chemin qui n'a pas choisi, et puis on va construire, on va aller vers I directement, ou elle va aller vers I en barrant E, extérieur, ou on va aller vers I, on regarde E, ah ben non, finalement I, où on va, etc. Des chemins comme ça. Ou bien on va rester en IE, ça veut dire hors de tout ça, d'accord. Donc, mais en prenant compte IE, quand vous êtes à cet endroit-là, vous êtes au point de bifurcation, donc vous ouvrez le oui-non. Est-il beau, hein. Ou bien vous ne voulez pas rentrer dans ces salades, dans ce choix, P non P, d'accord. Et donc, vous vous mettez hors altérité, est-il beau, donc ce n'est pas discutable. D'accord. Et ça va, pour des raisons mystérieuses, aller vers le haut degré.
Bon, mystérieuse, mais très intéressante, étudiée, réfléchie, etc. Bon, alors ça, c'est une réflexion sur le fait qu'il n'y a pas que 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs. C'est un travail, un chemin avec des positions où on accède et d'autres positions où on n'accède plus. Bon, réflexion sur ce que c'est qu'asserter ou des choses comme ça. Quoi. Non, il y a d'autres choses sur l'assertion, mais bon. Alors, j'ai essayé de l'appliquer hein, pour que vous voyez, parce que je me disais, c'est pas possible de présenter ça sans penser des fois à quoi ça sert. Alors, moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre la différence parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'expression de la condition en français. Hein, si, mais toutes les autres formulations, genre dès lors que, à condition que, dans l'hypothèse où, et plus récemment pour peu que, hein, et j'ai essayé de réfléchir à la différence entre pour peu que et dès lors que dans un article assez récent, je ne sais pas quoi, il y a 2 ans, avec des exemples, voilà, là je vous donne mes 2 des exemples que j'avais trouvés. Donc, les 2, c'est du Mendes France, bon, hein, tout ça dans Frontext. Pour peu que ceci soit résolu, les autres disparaîtront d'eux-mêmes. Ça, c'est ce que fait, le coup que fait pour peu que vous voyez, d'un truc a des effets énormes, de l'un à tout, d'accord, de ceci, les autres. Okay, alors que dans l'autre, où c'est un dès lors que, hein, dès lors que la règle des gouvernants rompant avec les errements sera de dire la vérité, le pays saura l'entendre. Donc, on passe non pas de un à tous, mais de un à sa conséquence, d'une certaine façon. Et donc, l'idée, c'est que ce dès lors que et ce pour peu que, qui sont des explicitations de si, ne s'inscrivent pas dans la même logique. Hein. Dès lors que mobilise ce qui résulte de P, d'accord, et du côté de ce qui est requis pour avoir P, alors que ça va toujours, alors que pour peu que suppose d'abord qu'il peut y avoir l'un ou l'autre, d'accord, donc on s'inscrit vraiment dans un schéma potentiel, donc dans une bifurcation, ça peut être ça ou ça peut être autre chose, d'accord, donc ça c'est déjà, on est à un point de bifurcation. Et ce qui n'est pas du tout dans dès lors que, on ne voit que le fait que ça a eu lieu, la règle des gouvernants. Hein. Et d'autre part, on évalue ce qu'il faut pour accéder à I. D'accord, ou à P, c'est pas grave, d'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'on va passer de l'accès à I. Donc, on va avoir le passage de 1 à tout. OK, bon, voilà. Donc, la bifurcation, en tant qu'elle est dynamique, c'est un mouvement, un chemin et un choix. Okay, il y a choix et chemin. Il y a choix, chemin et avoir accès ou ne pas avoir accès à I. Moi, ça m'a permis de comprendre la différence entre les paquets de données que j'avais pour peu que et dès lors que. Ça m'a permis de la modéliser, cette différence. Hein. Quoi, du moins, à modéliser ce que fait pour que, étant donné que dès lors que je l'avais déjà modélisé dans un autre truc. Voilà. Alors, je passe à bifurcation. J'espère que j'ai rien d'autre dessus. Est-ce que je peux avoir une diapositive encore? Alors, les formes schématiques. Ça aussi, c'est un des grands outils, des grands modèles. C'est un modèle de la variation de fonctionnement des unités de langue. D'accord. Alors, bon, il y en a d'autres. Hein. On a vu comment un variait grâce à la CAM, mais toutes les unités de langue varient de différentes façons. Et les formes schématiques, ils visent à rendre compte de la façon dont une unité, alors en contexte, va formater son contexte et construire ses valeurs par-delà leur diversité. La théorie des formes schématiques, elle prétend déployer toutes les valeurs d'un mot. Alors, je vous donnerai 5 exemples dans les diapos d'après. Par exemple, le mot fil. Hein, fil de mon bas, et fil du temps, et fil de l'épée, et je file, parce que c'est lié, etc. Bon. Donc, vous déployez tout ça. Et contrairement à ce que d'autres feraient, vous ne cherchez pas un sens premier. Donc, vous ne dites pas, c'est comme pour pas. Hein, vous ne dites pas, il y a fil, d'abord, c'est un truc de tissu, là, je ne sais pas quoi, du coton, et c'est bon. Hein. Pas de sens premier. Vous ne cherchez même pas un point commun, parce que ce que vous voulez comprendre, c'est la diversité. Donc, il ne faut surtout pas réduire. Il faut trouver une formule qui schématise toute cette variété.
rendre compte de la variation, donner les paramètres pour calculer la variation. Alors, cette citation sur forme schématique de Cullelier est très jolie, mais c'est la façon quand même dont les unités s'adaptent, comme tout à l'heure, s'ajustent au contexte. Ça, c'est peut-être important quand même. Leur valeur propre est variable. Ce n'est pas un code barre, mais plutôt un schéma compatible avec diverses orientations. Alors, on va voir des exemples peut-être de formes schématiques pour qu'on comprenne un peu. Alors, donc, dans le diapo suivante, s'il vous plaît. Monsieur, merci. Alors là, ça commence par des exemples à moi, donc incompréhensible si on n'a pas tout l'article. À dire il est un peu à moi et un peu à Frankel. Je l'ai pris à Frankel, etc. Adapté, je l'ai ajusté, on se l'ajuste. Mais donc vous voyez, une forme schématique formulée par moi, ça donne quelque chose de difficile à entendre. X, un fil, c'est la manifestation d'une linéarité qui est ce qui fonde le mode d'être propre de quelque chose, du bas. Une linéarité qui est ce qui fonde le mode d'être du bas. Le bas, il est fait de fils, etc. Bon, on verra, pourquoi pas. Ça, c'est une forme schématique qui est qui a été construite pour rendre compte de toute la variation possible de ces linéarités. Bon. De même pour et, alors c'est formulé autrement, le préfixe et, hein, pour qu'il y ait et, il faut l'étranger, il faut une exposition, l'intérieur doit être visible, il faut une ligne qui sépare, il faut que cette ligne soit orthogonale à ce qu'elle montre. Bon, voilà, j'ai longtemps travaillé sur toutes les valeurs de et, hein, faut pas tomber comme ça. Bon, je ne sais pas. Dire, c'est quand quelqu'un dit, il fait apparaître quelque chose comme étant quelque chose pour quelqu'un. Bon, on a fait mieux, et Jean-Jacques et moi, et Frankel et moi qui est là. Bon. Parce que dire, il y a aussi quelque chose me dit, tout ça vient de chez Jean-Jacques Virac, ça me dit rien, dire qu'elle était là. Donc voilà, rendre compte de tout ce truc où il n'y a personne qui parle des fois. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Bon. Alors, je prends un exemple maintenant chez Cullelier, qui ne travaille pas exactement pareil pour le moins. Bon, même, il a un article qui s'appelle même dans PLE4, très compliqué. Et si j'ai bien compris, sa forme schématique, si on la il dit même, ça fait deux choses. Ça construit de l'altérité, puis ça la résorbe. Double mouvement, construction puis résorption de l'altérité. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans cet article? Il étudie si, même si, et même, je ne sais plus quoi. Et en fait, il étudie toujours même avec autre chose et dans des textes. Et donc, il y a des mêmes qui servent à l'ajout, d'autres au regret, d'autres à la remémoration. Et donc, l'idée, c'est qu'il défend, hein, c'est que même s'adapte, s'ajuste, ça recommence. D'accord? S'adapte aux autres mots. Il y a si, il y a et, il y a tout ça, s'adapte au texte. Par exemple, si même, il y a ajout, absorption, deux gestes qui se suivent et s'enlacent. Alors, arrive une idée assez récente qui est que les mots et que moi j'ai pas dans ce que je vous ai raconté, hein, mais que lui il a, que les mots quand ils se mettent ensemble, eh ben qui se suivent, ils s'enlacent. Il parle de clayonnage de forme, ça va devenir important. Les clayonnages de forme, c'est comme ça qu'on construit, si j'ai bien compris, parce que ça, il faut aller voir, c'est des gestes assez primitifs, ou plutôt traditionnels, ou plutôt essentiels. C'est comment construire une barrière avec des bouts de bois. Eh bien, vous faites du clayonnage, vous allez les tordre les uns sur les autres, et ça va vous permettre de construire un truc. C'est ça le clayonnage, hein, de vous tordre les bouts de bois pour faire une clôture. Bon, on verra que c'est très important. Ce double mouvement, ce n'est pas une valeur, hein, qui va nous donner. C'est le double geste qu'effectue le texte où se trouve même. Et donc, l'idée, c'est que même lui-même s'adapte au texte. Hein. Et donc, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en citant Cullelier, l'idée que le locuteur est un renard qui s'adapte à ce qu'il y a à dire et qui, voilà. Hein. Et bien, les textes même, ils ressortissent à cette intelligence de l'adaptation du conjectural et du détour, ce qui fait dire à Cullelier que la forme schématique, ce n'est pas un code barre.
hein, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer. Ce n'est pas toujours la même chose de toute façon, mais ça n'est que de la ruse. La forme schématique, c'est quand même ruse avec les trucs autour. On a peut-être deux autres exemples, je crois que j'avais trouvé dans la diapo suivante, où je ne les ai pas mis. Ouais. Alors, bon, là, ça, c'est des exemples de Culloli, et on voit combien cette adaptation est magistrale. Alors, l'exemple de ça doit être dans une conférence que j'ai prise en note moi, hein, donc, qui a dû être enregistrée quelque part, mais je n'ai jamais entendu depuis. Bon, mais j'ai des notes. Donc, c'est comment tout bouge. Valeur d'indéfini, quoi que ce soit, l'exhaustivité, marquant qu'il n'y a plus rien après, marquant un haut degré. Bon, alors on voit que peut-être avec la cam, on arriverait à gérer ça, hein, tous les tout. Hein. Bon. Mais la forme schématique, là, hein, ça marque une stricte adhésion à ce qui fait fonction de point d'appui. Donc tout, voilà. Et le problème, c'est que selon le point d'appui et ce que veut dire l'adhésion, ça colle ou ça colle pas, ça va varier. Mais voilà la forme schématique de tout qui donne tout ça, qui donne toute cette variété et qui rend compte du fait que tout, il a besoin d'un point d'appui. Ce qui n'est pas évident à dire quand vous avez juste, c'est tout, d'accord, mais quand vous avez tout l'univers, dire qu'il y a un point d'appui. D'accord. L'idée, hein, c'est que vous allez remplir l'univers. C'est l'univers le point d'appui. D'accord. Et donc, qu'il faille un point d'appui, ça expliquerait le fait qu'on a plus de mal à dire tout grand ou tout loin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels s'appuyer, alors que tout petit, oui, il y a des points, et tout près aussi. Bon, voilà. Donc, c'est pour parler de cette grande variété que permet la forme schématique, quelle qu'elle soit. Alors, il y a une grande variété qui produit, entre autres, des effets de bord extrêmement importants qui ont beaucoup occupé, sans doute depuis le départ, mais de manière très manifeste, donc depuis 10 ans. C'est le fait que les mots, ça a occupé d'autres gens, hein, benveniste ou pas benveniste, le fait que les mots puissent en venir à dire le contraire de ce qu'ils disent à force de bouger comme ça. Hein. Alors, bon, ce genre de fait est très étudié par beaucoup de gens, mais entre autres dans les textes de Culloli. Entre autres, là, j'ai mis un exemple, c'est le mot faste, alors, et qui varie si on passe d'une langue à une autre. Et donc, selon les langues qui se le partagent, donc voilà, c'est germanique, j'imagine, hein, qui parfois va vouloir dire vite, parfois presque, ce qui n'est pas vraiment la même chose quand même. Parfois va marquer une itération, ce qui est encore autre chose, et parfois va marquer la concession et l'impuissance. Donc, vous voyez, une espèce de tout et son contraire d'une certaine façon. Alors, ce qu'il explique lorsque la tentacule, donc face, ça serait une tentacule, lancée face au vide, quand le vide se fait visible, presque, tu n'as pas touché, d'accord. Quand il faut refaire, du coup, hein, d'autres tentacules, parce que le vide n'est toujours pas comblé, ça c'est l'itération. Et quand ce que l'on a visé est toujours là à attendre et que la contre-force du vide s'est mise en action. Voilà. Donc, ça rend compte aussi de ça, hein, cette espèce de grande variation. Et donc, on a une forme schématique qui va pouvoir se retourner. Hein. Bon, voilà. Et ce n'est pas le point commun, c'est quelque chose qui doit rendre compte parce qu'il y a tentacule et vide. Le tentacule est une image, bien sûr, hein, mais c'est une image. C'est un modèle de ce que fait Faste. Il le représenterait sans doute par un graphe. Je n'ai pas parlé des graphes là, quelque chose qui lui importe beaucoup, faire des dessins, quoi, ou pas. Bref, voilà, c'était des exemples de formes schématiques pour vous montrer un peu de quoi il retourne. Est-ce qu'on peut encore un petit peu tourner parce que je voudrais passer à autre chose. Voilà. Alors, arrivent les trois derniers points. C'est que, donc, je vous ai parlé d'un certain nombre d'outils, en gros, d'images que Culloli a déployées, qu'on peut parfois avoir envie d'utiliser pour rendre compte de tel ou tel type de phénomène. Bon, comme des modèles qui servent à penser ces phénomènes d'une façon ou d'une autre. Bon. Mais il n'empêche que tout ça fait qu'au final, ce qu'on a un peu vu dans A7 ou 6, je sais pas, à la fin de A, hein, ça permet de déployer
une image de la langue qui est quand même une image de la langue qu'on n'avait pas avant d'avoir parcouru tout ça. Donc, qu'on pourrait décrire comme étant un modèle de la langue. Alors, j'ai quand même mis des guillemets et tout ça, tout le machin, parce que le dit jamais le mot la langue, ce concept saussurien ne fait pas du tout partie de ni de son vocabulaire, ni de sa tasse de thé. Moi, je suis plus tentée de ça. Hein, bon, pourquoi j'ai pas envie de dire directement le langage? C'est-à-dire, c'est un modèle du niveau 2, quoi, de ce qui se travaille dans les niveaux 2, c'est-à-dire dans les langues. Et entre autres, l'idée que les langues, c'est indéfiniment, c'est de la profusion, c'est indéfiniment profus. L'idée que la syntaxe, au lieu qu'elle régule les langues en disant GNGV ou ce que tu veux, n'importe quoi, hein, bon, bref, la syntaxe, il manque un S à paraphrastique, la syntaxe, c'est un lieu de profusion, c'est un lieu de complication indéfinie. Bon, d'ailleurs, pas que ça. Hein, les familles, dès qu'on parle, il y a plein de façons de dire et on va travailler sa formulation. Hein, j'ai écrit un article sur les formulations. Travailler sa formulation pour se modeler sur ce qu'on travaille à dire et qui est difficile à dire. Et donc, on va pouvoir modeler et à chaque fois, ça changera le sens. Hein, entre question, exclamation, du degré ou au contraire de la cause ou au contraire recherche d'objets. Donc, cette profusion des possibilités de ce qu'on peut construire à partir de cris, il crie, voilà. C'est ça, une langue indéfiniment profuse et une syntaxe qui est une syntaxe de la profusion. Et entre autres, cet exemple-là, alors là, qu'est-ce que l'esprit est une question voilà, qu'on peut reformuler. C'est fameux, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est tout ce travail pour construire ce qui est difficile à construire. Voilà, ce qui est la question qu'on se pose sur l'esprit. Alors, cette profusion-là, Culloli s'y intéresse beaucoup, à la centième je lasse, comme il dit, et puis je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Bon, cette profusion-là, on en a un autre exemple que je voulais signaler là, du côté simplement de la prosodie, donc sans rajouter des qu'est-ce que c'est, et des til et des choses bizarres et des ça. Et c'est Evelyne Saunier qui travaille sur ça, hein, donc, où elle prend juste l'énoncé parti et elle déploie. Elle déploie tout ce que ça peut être. Hein, et alors, elle déploie, mais je pense que Saunier considère que elle va atteindre le bout. Tout ce qu'on peut faire avec partie. Elle en a sans doute une soixantaine. Question, indignation, que veux-tu dire par là? Tous les préconstruits derrière ce parti, qu'elle sait très très bien entonner, qu'elle teste après. Mais je pense qu'elle a un modèle. Alors que Cuglioli, c'est indéfiniment compliqué. Mais oui, parce que Cuglioli, on peut toujours rajouter des mots. Elle travaille que sur partie où elle en fait un. Elle est là aussi. Elle a en trois syllabes. Quoi. Elle en a plusieurs. Mais donc, dans la mesure où, avec la langue, Cuglioli, lui, il s'intéresse aussi à tout ce qu'on peut rajouter, alors là, c'est sans fin. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît, chers collègues, au suivant? Et donc, l'idée, c'est que la syntaxe, non seulement c'est une profusion, mais c'est une syntaxe de la construction de formes. Hein. Ça sert à construire des formes. Alors, vous voyez, ça c'est pour se distinguer de la grammaire des constructions. Il ne s'agit pas seulement de dire que les langues sont constituées de suites plus ou moins figées, plus ou moins singulières, des grammaires de construction. Il s'agit de dire que les valeurs associées à ces suites plus ou moins figées, on pourrait y revenir, sont des valeurs construites. Toujours différentes, hein, vous avez vu, ce n'est pas de la paraphrase, d'accord, sont des valeurs construites. Elles sont construites par les unités en jeu, donc c'est constructiviste, ça construit, et non pas, vous voyez, ce n'est pas déconstruction, c'est un art de construire. Et ce processus d'élaboration de valeurs, c'est ce qui motive ces suites, donc c'est des suites motivées. Alors les constructions des grammaires de construction sont souvent en partie motivées, hein, mais là, le nerf de la guerre, hein, de cette construction, c'est arriver à se modeler sur ce qu'on tente de dire et qu'on ne peut pas dire tout à fait.
il y a quelque part où il explique tout le livre. Évidemment, si on pouvait parler avec des canons, ça irait, mais malheureusement, c'est plutôt des flèches. La flèche, on rate souvent. Voilà. Bon, un truc comme ça. Donc, l'erreur, la difficulté, euh, alors, le sens s'élabore au travers des énoncés et c'est ce qui ainsi s'élabore qu'il s'agit d'apprécier. La signification n'est pas véhiculée, mais reconstruite. Alors ça, c'est très important parce que ça s'oppose là à d'autres gens, par exemple les théories typologisantes, qui vont avoir tendance à avoir un répertoire général de valeurs et qui vont demander, alors, dans cette langue, comment ils expriment le progressif? Ça, et comment ils expriment le passif, et comment ils expriment le machin, et comment ils expriment l'aoriste. Hein. Non, 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 on n'a pas ça, on n'a pas un répertoire de valeurs, on a des langues qui ne véhiculent pas des significations toutes construites, des langues qui construisent des significations, donc à la profusion des formes répond une profusion des valeurs. Et cette profusion, ça ne s'inscrit pas dans des structures, mais plutôt dans des agencements. Alors, en plus, moi, j'ai tendance à chercher des structures, donc bon, mais je crois que c'est dans le, je ne suis pas là, mais je crois que c'est dans la diapo suivante, si vous voulez bien, qu'on entend ça, des agencements d'unités plutôt que des structures. Ça, c'est quelque chose, donc dans cette profusion qu'est la syntaxe, c'est le désordre. Bon, c'est ça l'idée, le contraire de ce qu'on dit. Bon, mais en même temps, c'est ce que dit la macrosyntaxe, hein, un petit peu d'une certaine façon. Donc là, on peut comparer avec le modèle de la macrosyntaxe où on a, bon, alors, il y a plusieurs variantes. Hein, là, pour simplifier, on va avoir le noyau verbal. Hein, on le joue à la blanche benveniste. On va avoir le noyau verbal, des préfixes, des suffixes, des infixes. Donc déjà une complexité. La macrosyntaxe, c'est extrêmement complexe, d'accord. Mais il y a quand même une structure. Hein. Vous avez le noyau verbal, préfixe, suffixe, infixe. Vous pouvez décrire la macrosyntaxe, comment c'est fait, un préfixe, un suffixe, un inffixe, etc. Alors que là, vous allez démultiplier tellement les préambules, les auxiliaires, les modalisations, les détours, les insertions, les reprises, les rajouts, que la structure, elle explose. Alors bon, ça, c'est des exemples qu'il donne à Claudine Normand pour essayer de faire tout entendre. Hein. Il dit, quitte à changer de travail, tant qu'à faire changer pour changer, autant. Hein. Là, j'ai tout entassé. Ça, pour être beau, eh ben, je peux dire, j'irais même jusqu'à dire qu'il est gens beau de voiture. Bon. Donc, l'idée que l'idée en chaque point, on va pouvoir greffer, parallèle, reprise et les démultiplier. Il y a un endroit, je ne sais pas si c'est là ou si c'est après, où il dit je mettais plein de choses. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'est que faire des phrases, c'est façonner. Hein, information de forme où celles-ci se déforment, mais où elles se tiennent. Et toujours dans Culeli Normand, qui est un livre qui s'appelle On se rencontre, hein, il explique à Normand, il ne cherche pas à comprendre comment les choses s'ordonnent, mais plutôt comment elles interagissent. Donc vous en mettez, ça interagit, et comment interagissant, elles construisent du nouveau. Alors il parle d'une pâte qu'on fait gonfler peu à peu et qui lève. Alors, donc, voyez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, très long, sur c'est la peine de le faire. On rajoute des ça, des ce, des est, des faux, des deux, des que, des bien, des pas, des vraiment, des accomplis, des infinis, des interrogations et des valeurs différentes du positif, du négatif, de l'envisager, de l'évaluer, de l'inclusif, de l'exclusif. Tout un façonnage qui exclut des procédés par catégorie binaire ou même discrète. Simplement séparé, c'est dense, quoi. Ça se travaille de manière dense. Ça, c'est un modèle de la langue. J'ai encore une chose à dire, je crois, c'est qu'il y a aussi une façon de travailler, qu'on pourrait dire un modèle, c'est la façon de faire, un modèle épistémologique, je ne sais pas, je vous présente. Alors, l'idée, bon, déjà, on l'a vu, hein, la représentation métalinguistique, c'est sans fin, ça doit s'ajuster, ça doit se renouveler, ça s'accumule, on progresse, etc. C'est normal parce qu'il n'y a pas de fin non plus au travail incessant du langage.
D'accord. Du coup, comment on va faire? Alors, ça, c'est dans Heureusement, hein, PLE4, donc dans ce tome des écrits, le quatrième, qui a été publié après la mort de Lully, mais avec des articles des dernières années, en gros. Hein. Donc, il y a donc un article sur Heureusement, ce que dit Heureusement. D'accord, hein, quelqu'un répond heureusement, ou répond heureusement que, d'ailleurs, ça fait, bon, qu'est-ce qui se joue dans ça? Bref, euh, un drôle d'article, mais il y a l'idée, voilà comment il décrit sa méthodologie, à partir d'une donnée ténue. Genre, j'ai entendu ça dit sur un banc par une dame. On a construit, ou j'ai entendu heureusement, ou j'ai entendu, c'est pas la peine. On a construit un ensemble problématique d'observation qui nous force à un travail théorique de représentation métalinguistique et de raisonnement. Là, on revient à des choses qu'on a dit. Hein. C'est-à-dire que c'est comme vous passez de l'argent est utile à vous le compliquer, ou vous passez de c'est pas la peine à vous le compliquer. Et du coup, vous êtes obligé de représenter ce qui se joue et de comprendre pourquoi c'est passé de positif à négatif, etc. Et au fur et à mesure, ça vous amène à découvrir d'autres phénomènes sur ce que c'est d'avoir ajouté un passé composé ou d'avoir ajouté ça. Et donc, il y a un élargissement du champ des observables et une capacité croissante de généralisation. Donc, on parle d'une donnée ténue. Vous voyez qu'on est loin du travail sur corpus, loin des statistiques. On prend une donnée et puis on la fait bourgeonner. Voilà. Et on essaye d'élargir à partir de là tout ce que recèle cette donnée ténue. Voilà, ça c'est la méthode. Je crois que j'ai rien d'autre sur la méthode. Encore une diapo là-dessus. Voilà. Et le modèle du langage. Alors, il est donc cette autre vision du langage par rapport à celle qu'on pourrait avoir, certaines qu'on pourrait avoir. Alors, c'est en deux temps. Il y a d'abord, c'est un langage foisonnant, où à chaque fois qu'on dit des choses, il y a plein de choses qui se disent. Hein. Derrière ça, il y a tout le droit. Derrière si besoin, il y a tout ce que ça dit. Derrière un livre, il y a tout ce qui est élastique derrière qui va pouvoir apparaître ou pas apparaître. Donc, il y a une espèce de beaucoup de relations. Or, alors, cette idée, une de ses sources d'inspiration, c'est Lionel Nakache qui a écrit donc il y a longtemps un truc qui s'appelle Le Nouvel Inconscient. Et en gros, où il dit entre autres que des relations s'établissent en permanence dans le cerveau, y compris lorsqu'on a le sentiment d'être au repos, hein, donc inconscient. Mais c'est pas, il dit bien, vous allez voir, c'est pas seulement quand on est inconscient, même quand on a l'impression de penser à un truc, ça bouge partout. C'est un espace de travail global, ont-ils défendu avec son collègue de M, avec des réseaux de mise en relation, comme s'il y avait des... Alors, ils ont plein d'images, hein. Alors, hein, ils se donnent des modèles de ce qui se ferait, ces gens-là. Alors, ils sont peut-être dépassés, hein. Tout ça, c'est il y a 10 ans encore. Moi, je ne suis pas à la pointe de ça, mais enfin, voilà. Comme s'il y avait une collection distribuée de spécialistes qui tous interagissent dès que vous pensez ou ne pensez pas à quelque chose, impliquant de nombreux neurones distribués à travers l'ensemble du cortex cérébral. Donc, je ne sais pas du tout si mon collègue qui n'est pas là, Frédéric Isel, validerait cette vision un peu folle du brouhaha dans nos têtes, même quand on a l'impression d'être au repos. Les relations de relations ne sont pas propres à l'inconscient, dit-il. Hein. Simplement, quand il y a la conscience, ça mobilise en plus une amplification attentionnelle qui implique en plus la mise en jeu de relations supplémentaires données en outre comme étant à longue distance. Ça, je ne sais pas. Bref, donc voilà, tout ce brouhaha-là qui ferait la cognition, eh bien, il est là quand on fait avec quand on parle. En gros. Donc ça, c'est un modèle du langage où il n'y a pas un truc à dire tweety. Et puis, dernière diapo, je crois, sauf qu'elle est peut-être, voilà, dernière diapo, sauf qu'elle a peut-être un doublé. Une autre vision du langage qui est que, voilà, ouf, comment le dire. Le langage, donc, c'est essayer de dire des choses
étant donné dans tout ce brouhaha. Alors, il y a une image, il y a un exemple, une image, un prototype, un modèle qui donne de ce que c'est que parler. Et alors que l'idée était corse et attaché à la Corse, langage peuple primitif, disait-il, s'il en est. Euh, et donc, là, il parlait d'une femme corse qui revenait du marché avec donc, tous les trucs sur la tête, traversant la nature corse, et avec un enfant sur le dos, ou je ne sais plus où, la tête, ou je ne sais pas quoi, et un autre qui courait, qu'il fallait rattraper. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie, la vraie vie. Hein. C'est qu'on a à gérer plusieurs choses à la fois, et il faut quand même les ramener, ces courses, et ne pas perdre les mômes. Et donc, c'est pour organiser, alors la survie, ouais, survie c'est beaucoup, mais parce que c'est pas facile. Et pour ça, il faut savoir taper juste. Il parlait aussi du maçon corse qui savait où taper sur une pierre pour l'exploser. Et que j'ai encore un tout petit peu de temps. C'est comme ça qu'on tape juste. Voilà, ils tapent juste. Les locuteurs, renards savent taper juste. Et donc, l'idée, c'est que ce qui fonde le parler, c'est que quand on parle, comme quand on ramène les courses avec les mômes qui crient partout, eh ben, on réalise des gestes. Et des gestes avec ce qu'on a à disposition, des formes langagières. Et ces gestes sont des gestes où on va emboîter, clôturer, retourner, crayonner. C'est ça le langage, ça vient de là. Faire effort pour vaincre la résistance. Il manque un S à rencontre. Voilà, je m'arrête là. Donc, c'est une façon de parler, c'est ça, faire ça. Faire ça, bon, sans que ça soit forcément dramatique, mais avec la même efficacité. C'est ça qui compte. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. J'espère que c'était à peu près audible. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour qu'on Oui, discute. c'est vrai que tu nous as pas laissé énormément de temps là pour les questions. Je te remercie beaucoup, c'était très riche. Moi, je voulais avancer un point qui concerne le tout début de ton exposé, quand tu disais que Lioli considérait que la métalangue n'était pas liée à une langue particulière. C'était effectivement le point de vue des logiciens comme Tarski dans les années 30, quand ils ont avancé l'idée de métalangage, ils ne visaient pas l'anglais ou le français. Donc en fait, Cullioli, là, il revient à la vision première des années 30 quand le terme apparaît, quoi. Je Oui, veux oui, juste tu dire as ça. raison. Ouais. Mais bon, avec quand même cette idée que ça vise à sortir de la langue Ah particulière. oui, ah Voilà. oui. Et les logiciens aussi, hein, ça visait Ouais, à sortir ouais, se mettre au-dessus, quoi, ouais, 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 des langues. ouais. Je me demandais si tu faisais une différence entre modèle et théorie. Parce que Alors, des fois, tu as... moi, j'en sais rien. J'y ai beaucoup réfléchi. Ou entre modèle et représentation Oui, je pense que métalinguistique. dans modèle, il y a évidemment, c'est toujours des représentations, alors que la théorie, c'est un ensemble de principes on en a parlé lors du premier séminaire. Il Hmm. me semble bon, il a des théories du langage, mais ça consiste à proposer des modèles, des images de parler pour la survie, parler dans la profusion. Ça, c'est pas des théories, ça, c'est des images qui donnent, mais pas des images au sens où c'est des métaphores. Hmm. Il essaye de montrer la langue comme ça. Ce qui l'amène à dire, peut-être à avoir des théories sur le langage est compliqué. Mais je pense que modèle sert à imager une partie, parce qu'en plus les théories sont plus globales, sert à imager une partie de l'objet qu'on modélise. Bon, mais je ne sais pas. Je suis pas c'est très difficile comme question. Oui, c'est très difficile. Et par moment, tu avais l'impression que modèle était synonyme de représentation métalinguistique. Ça, sûrement. Hein. Sûrement C'est le dans... cas, en tous les cas, à peu près tout le temps, sauf en C. En C, c'est plus ça. Hein. Hmm. Dans la dernière partie, Hmm. c'est
comment on conçoit ce que c'est que parler. Et ce n'est pas une représentation métalinguistique. Qu'est-ce que c'est? Il y a il y a un moment où ce qui est dit sur les modèles du langage se rabat sur ce qu'est le langage. C'est ce que j'ai essayé de montrer pour A6, A7. Hein. Ce qui était dit sur les modèles qui sont incomplets, ça se rabat sur ce qu'est le langage qui est incomplet. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et en même temps, vrai, si tu fais un modèle de quelque chose, c'est pour que ça ressemble au quelque chose. Tu vois, donc, ce que tu dis sur le modèle, tu le dis sur la chose. Donc, cette bascule est un peu normale, mais bizarre en même temps. Ouais. Je voudrais donner la parole aux autres. Alors, Jean-Jacques Frankel. Ils sont. Ou pas, voilà. Oui, j'aurais voulu essayer de mieux comprendre de quoi un dispositif comme la CAM, mais la question pourrait valoir sur d'autres dispositifs, de quoi la CAM est-elle un modèle exactement? C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle de l'altérité en général, par exemple, est-ce que ça peut être un modèle de l'altérité entre des individus, entre des personnes, ou bien en quoi est-ce que ça serait un modèle spécifiquement linguistique? Pourquoi est-ce qu'il y a 5 moments? Est-ce que c'est 5 qui viennent d'une espèce de logique interne ou est-ce qu'ils viennent d'autre chose? Et une question annexe qui est, est-ce que par exemple la CAM pourrait mouliner aussi les différents pôles de la bifurcation? Tout à l'heure tu as évoqué IE, IE. Est-ce qu'on peut remouliner les éléments, les pôles de cette bifurcation sous le moulin de la CAM? Des questions faciles, j'aime. Alors, je pense que la CAM, c'est une théorie de l'identité en général. Je ne sais pas pourquoi ça fait des bruits comme ça. Donc, ce n'est pas propre au langage. Hein, c'est une réflexion sur l'identité et la part d'altérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les 5? Alors, peut-être parce qu'on se trompe, mais c'est les différentes façons de l'idée, quand même, c'est qu'il y en aura peut-être 7, il y en aura peut-être 8, mais penser les différentes façons de connecter l'identité avec l'altérité. Il n'y en a pas une infinité. C'est quand même ça l'idée. Bon, mais ça ne veut pas dire que le modèle soit abouti. Hein, on peut peut-être faire mieux. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose que rajoute la bifurcation qui mérite qu'elle soit à part. C'est l'idée de chemin. L'idée de chemin d'aller vers égal ou d'aller vers oméga. Tu vois, que la CAM ne dit pas. Donc, la CAM est un modèle qui ne tient pas compte du fait que quand on parle, on chemine pour construire ces identités. Donc, je pense que voilà, il y a besoin de la bifurcation, bien que ça soit plus dur à comprendre pour moi, mais je crois que ça rajoute des trucs. Voilà, à mon avis, mais bon, à ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas tout le monde en fait. On peut lever la main. Oui, prenez la parole. Comme j'ai la diapo, on est en petite vignette, alors... En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup. Oui, la dernière diapo disait merci. Hein. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Nous aussi, on te remercie beaucoup. Dont on a vraiment